Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h à la une ce soir. Une grande page sera consacrée à la victoire de Ramlati Ali à l'issue de la législative partielle dans la première circonscription. Une victoire sans embâche, elle a obtenu plus de 54% des suffrages exprimés. Autre titre, le mouvement général contre l'insécurité. Nous entrons dans la 6e semaine, 6 semaines où des barrages sont érigés sur des axes stratégiques autour desquels la vie s'organise. On parlera sport à la fin de cette édition et les 12e Jeux de la CJSOI, la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Cette année, ils ont lieu à Djibouti. La délégation mahoraise y prendra part. Et si un jeune Mahorais venait à gagner une médaille d'or, eh bien, il aura droit à l'hymne et au drapeau des Jeux, comme le stipule la charte. On commence avec ce dénouement du scrutin partiel dans la première circonscription, scrutin qui a vu la victoire sans bavure de Ramlati Ali face à son adversaire Elad Chakrina, un duel du déjà vu puisque c'était le même en juin 2017. Mais cette fois-ci, vous le voyez sur ce panneau, Ramlati Ali a gagné avec 54,99% des suffrages exprimés contre 45,01% à son adversaire Elad Chakrina, soit plus de 1500 voix d'écart. Un autre chiffre à retenir qui était attendu durant ce scrutin, c'est le taux de participation. 41,19% des personnes inscrites se sont rendues aux urnes hier pour le second tour, soit plus de 10 points de plus. Au premier tour, dimanche 18 mars, seuls 30,39% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes. Et comme vous pouvez l'imaginer, les partisans de Ramlati Ali étaient on ne peut plus heureux hier soir. La victoire avec plus de 10 points d'écart, mais tout le monde d'accord. Ambiance à Pamandi dans le fief de la députée de la première circonscription avec Shafika Salimoukou et Zora Abdoukafé. C'est au son du Maulida Chengue que Ramlati Ali et ses supporters attendent les résultats du vote. Une Ramlati Ali tout sourire qui semble déjà connaître l'issue de ses votes. À l'annonce des scores, scène de liesse dans le salon même de la députée de la première circonscription et devant sa maison. Pour certains, la joie se mêle aux larmes. C'est un soulagement inimaginable. Franchement, on a confirmé. C'est Ramlati Ali, notre député de Mayotte. Et je remercie tous les électeurs, malgré les tensions, malgré les difficultés. Les gens qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir, pour élire Ramlati. Moi, je dis merci. Merci à tous les citoyens de Mayotte. Et désormais, c'est vers le futur qu'il faut regarder et faire avancer Mayotte. Ça y est, on y est, c'est de nouveau confirmé, en espérant que Mayotte pourra désormais s'atteler à résoudre ses problèmes et qu'on ne sera pas de nouveau enquiquiné par des problèmes judiciaires dont Mayotte n'a vraiment pas besoin. Ramlati Ali n'oublie pas de remercier les Mahorais. De dire aux Mahorais ce soir, d'abord les remercier. Je voudrais d'abord les remercier pour tout ce qu'ils ont fait et puis leur dire que je crois qu'ils ont eu raison de refaire, de confirmer, puisqu'on va se remettre au travail, Inch'Allah. Le temps d'un soir, les supporters de Ramlati Ali ont oublié la grève générale et les barrages afin de fêter la victoire de leur député comme il se doit. Et Elad Chakrina, le vaincu, a salué et félicité Ramlati Ali dès hier soir, reconnaissant la victoire nette de son adversaire. Je vous propose de l'écouter. Et ce qui est important, c'est que justement, les électeurs ont pu s'exprimer. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes ravis en tout cas que les Mahorais puissent de nouveau passer à autre chose. Et je crois qu'il est important plus que jamais que nous soyons unis. Donc, je serai avec toutes celles et tous ceux qui veulent continuer un combat pour défendre Mayotte, y compris avec Madame Ali, comme avec d'autres, parce que ce qui est important, c'est l'unité de Mayotte. Il faut avancer maintenant en défendant des dossiers, en défendant bien sûr les infrastructures que nous demandons et surtout en luttant contre l'insécurité. Donc les résultats qui sont là, au moins, sont clairs. Et ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est que Mayotte avance et je suis de tout cœur avec toutes celles et tous ceux, en tout cas, qui voudront qu'on mène ce combat pour que Mayotte puisse devenir encore plus prospère, puisque actuellement la situation ne le permet absolument pas. Et pour analyser ce scrutin, Misbaoudine Bakar nous a rejoint. Bonsoir Misbaoudine. Bonsoir Siti. Alors que faut-il retenir au lendemain de cette élection? Alors Elad Chakrina l'a dit, le temps de campagne est fini. C'est une victoire nette.
le report de voix était favorable à Ramlati Ali. Il faut savoir que dès le premier tour, les candidats éliminés, plusieurs d'entre eux avaient appelé à voter pour elle. La participation est convenable vu le contexte. Et même si certains avaient appelé au boycott, d'autres, en revanche, avaient hâte que ça se termine pour passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la concrétisation des promesses et des engagements. Et là-dessus, Siti, les attentes sont nombreuses. Alors, les attentes, vous le dites, sont nombreuses. On le sait, mais à l'issue du mouvement, reste la première préoccupation des Mahorais. Oui, tout à fait. On attend de cette députée réélue sa position sur ce mouvement social qui dure depuis plusieurs semaines. Elle viendra tout à l'heure et nous le précisera, mais d'ores et déjà hier, elle a appelé à la levée des barrages, à la reprise des négociations, au risque de se faire taxer de oui-oui du gouvernement, mais elle le répète sans cesse qu'elle n'est pas là aux ordres d'un parti politique. Alors, autre domaine sur lequel la députée doit se positionner clairement, les relations entre la France et donc Mayotte et nos voisins, les Comores. Alors, aux yeux de certains observateurs, elle n'est pas vraiment considérée comme étant une serrer-la-main, c'est-à-dire pro-comorienne, mais certaines personnes estiment qu'elle manque de fermeté et nourrit parfois quelques ambivalences quand il s'agit de Mayotte et les Comores. Et là-dessus, elle se doit de dissiper tout malentendu. Alors, Ms. Baudine, outre le dénouement de cette crise sociale, cette législature s'annonce importante pour notre département. Oui, le gouvernement laisse comprendre qu'il est à l'écoute. Le climat est propice au dialogue, Siti, notamment avec les élus. C'est l'occasion de s'engouffrer intelligemment dans cette brèche et faire entendre la voix des Mahorais au-delà des assises. Et à très court terme, 2 projets de loi vont être débattus prochainement à l'Assemblée nationale. Les parlementaires non parlementaires ne doivent pas rater ces rendez-vous. Il s'agit de la loi immigration et asile, mais aussi la réforme pénale. Merci beaucoup, Ms. Baudine Bakar, pour toute cette analyse. Et avant de la recevoir sur ce plateau, je vous propose de revenir sur sa carrière dans ce portrait signé Ms. Baudine Bakar. On la connaît surtout de par son activité professionnelle au centre hospitalier de Mayotte et de son étiquette socialiste. Mais Ramlati Ali, néanmoins, occupe bien le devant de la scène des conseils d'administration locaux depuis de nombreuses années. Âgée de 57 ans, mariée, la Pamandienne médecin a occupé plusieurs responsabilités au CHM. J'ai été chef de la médecine, chef de pôle de médecine, psychiatrie, rééducation et luxa. Elle est également présidente de la CIM, la Société immobilière de Mayotte, depuis 2014. Ramlati Ali occupe aussi la présidence du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette militante associative, notamment au sein des femmes leaders, a plusieurs cordes à son arc et dans ses différentes prises de parole, la femme n'est jamais loin. Côté politique, Ramlati Ali a été la première édile femme de Pamandi de 2008 à 2014. Pour des raisons d'inéligibilité dues à son compte de campagne, elle n'a pas pu se représenter à sa propre succession. Elle se lance alors pour une première tentative aux législatives en 2012 avec son score de 7,98% et n'a pas réussi à se qualifier. Elle réitère en 2017, de rebondissement en rebondissement, la commission électorale l'a enfin proclamée députée de Mayotte pour la première circonscription, la première femme parlementaire. C'est une bonne chose aussi pour toutes les femmes mahoraises, pour nos petites sœurs et puis nos enfants. Il faut qu'à un moment, on montre qu'une femme aussi peut prendre des responsabilités. On ne sait pas faire que les matabas, on sait faire autre chose. Estampillé LRM, son élection invalidée 7 mois plus tard avec une mise en examen. Retour aux urnes donc pour la première circonscription sur fond de crise sociale. Au premier comme au second tour de cette législative partielle, Ramlati Ali confirme sa position de vainqueur et retrouve son siège à l'Assemblée nationale. Et Ramlati Ali est donc notre invitée ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir Siti Daroussi, bonsoir à tous les Mahorais et les Mahoraises. Déjà une première réaction par rapport à l'analyse tout à l'heure de Ms. Baudine Bakar. De là où j'étais, j'ai pas tout vu puisque j'ai été beaucoup sollicitée, mais j'ai entendu notamment ma position par rapport aux Comores. Je tiens à dire que je suis mahoraise et fière de l'être et que personne ne doit avoir de doute par rapport à ça. Maintenant, s'il faut qu'on puisse se sortir de ce marasme, je l'appelle comme ça, à Mayotte, à un moment, il faut qu'il y ait une coopération régionale qui tienne la route, de façon à dire à nos voisins, restez chez vous, vous avez le nécessaire chez vous, et nous, on doit être chez nous, mais en commençant par le fait de reconnaître qu'on est 2 États différents. Donc là-dessus, personne ne doit avoir de doute. Mais ce doute vient justement du fait de votre position. Certains disent qu'à Paris, par rapport à la feuille de route, à Paris, vous avez tenu un autre discours et à Mayotte, vous avez tenu un autre discours. Je n'ai pas 10 000 discours. Quand on a, si on fait référence par rapport à
à mon intervention sur LCP, j'ai effectivement dit ce jour-là qu'il n'y a pas que du négatif dedans. Parce que je crois que le visa Balladur a montré sa faiblesse. Si le visa Balladur tel qu'il est aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut l'abroger, mais il faut sûrement trouver quelque chose, l'améliorer, puisque s'il avait réellement fait l'effet qu'on attendait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai dit qu'il n'y avait pas que du négatif dedans. Moi, ce que j'ai déploré, comme tous les autres parlementaires, comme le président du conseil du département, on a déploré le fait que les Mahorais soient absents autour de la table parce qu'on ne nous avait pas associés. Maintenant, je pense que ça nous appartient à tous, nous, représentants des Mahorais, de nous asseoir pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment l'améliorer. Avant de tourner la page sur la feuille de route, qu'est-ce qu'il y avait de positif pour vous sur cette feuille? Ce qu'il y avait de positif, c'est que la France impose au gouvernement comorien de faire la surveillance depuis chez eux, que les Kwassa ne partent pas déjà, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, ça je me le suis fait expliquer en 2008, une fois qu'ils sont dans les eaux françaises, on doit les escorter jusqu'à chez nous. Et puis, on a ce souci qu'on a aujourd'hui, qu'ils ne veulent plus les récupérer. Et bien là, ce qui a été demandé, c'est de dire qu'il faut que ce soit eux qui surveillent là-bas et que la France a envoyé un coopérant pour aider à ce que ces Kwassa ne partent pas et que la France considérait que s'il y avait ces Kwassa continuaient à venir à Mayotte, c'était un crime contre l'humanité. Et ça, le gouvernement comorien devrait signer là-dessus. Un crime contre l'humanité, c'est quand même très important. Alors, on en vient à votre élection hier soir avec plus de 54,99% des suffrages exprimés, soit une avance de plus de 1500 voix sur votre adversaire Elad Chakrina, loin de l'écart de 54 voix de juin dernier. Vous attendiez à cette victoire nette? En tout cas, je l'espérais. Personne ne peut savoir ce que les électeurs vont faire, mais j'espérais réellement que ça se passe ainsi pour enlever le doute une bonne fois pour toutes, parce que figurez-vous qu'on peut s'imaginer qu'il y a eu un recours, qu'on doit retourner aux urnes. Oui, c'est très difficile de faire et de refaire une campagne, mais quelque part, on ne serait pas revenu sur cette élection. J'aurais peut-être fait mon mandat de 5 ans, mais avec toujours cette suspicion, ce doute, voilà. Pas par rapport à moi, parce que je sais pertinemment que je n'ai rien fait. Mais la population, on ne sait pas trop. Est-ce que j'aurais eu cette légitimité pour travailler sereinement? Je ne suis pas sûre. Donc, quelque part, c'est très bien ainsi. Quelle va être votre priorité, la principale? Les priorités à Mayotte sont tous des priorités. Mais vous dites tous là. Tous les politiciens nous disent que tout est prioritaire à Mayotte. Mais s'il y en avait une... Il n'y en a pas qu'une. Je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'une. Quand on parle de la santé... Il faut bien commencer par quelque chose. On a pris tous les sujets. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait commencé en juin 2017. On a pris les sujets, mais tous les sujets en même temps. On ne peut pas dire que je vais voir que la santé... Oui, si je vois que la santé et que ce problème d'immigration clandestine n'est pas résolu, eh bien la santé, ça ne sera pas résolu. Si on prend la culture, l'enseignement et la jeunesse, la commission dont j'appartenais, où je retourne, ça ne marche pas si on ne règle pas le problème de l'insécurité. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est très difficile de dire que ma priorité, c'est celle-là. Eh bien, tout est prioritaire à Mayotte et on doit essayer d'avancer tous les sujets en même temps. Quelles sont vos solutions par rapport à ce qui se passe dans l'île depuis plus d'un mois maintenant, pour sortir de cette crise? Mes solutions, vous avez posé et reposé la question. Mes solutions, il n'y a pas une solution magique. La solution, c'est les propositions de l'intersyndicale, c'est la proposition des collectifs, c'est la proposition des élus. On doit faire une synthèse de tout ça et aller en parler plus haut, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, avec le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre et puis le ministère des Outre-mer. Merci beaucoup, Ramlati Ali, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci et dès hier soir, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, ont salué dans un communiqué commun le bon déroulement de la législative partielle dans la première circonscription. Les ministres soulignent l'implication des maires et de leurs services, ainsi que l'implication des services de l'État. Le déroulement du scrutin a permis de garantir, je cite, l'expression démocratique des électeurs conformément aux principes de la République. Fin de citation.
Ce fait divers, à présent, à Chirongui, un homme a été retrouvé baignant dans une mare de sang, grièvement blessé, semble-t-il, à l'arme blanche. Il a été élitréé au CHM. Et un peu plus tard, toujours à Chirongui, c'est le cadavre d'une femme qui a été découvert dans la mangrove. Il s'agit vraisemblablement de la femme de l'homme blessé dans la matinée. Laini Sadachim, Daniel Abdou. C'est un drame qui touche tout un village. Chirongui plongé dans la terreur depuis ce matin après la découverte d'un homme de 38 ans environ, un dénommé Malidi Oumadi, retrouvé gravement blessé sur ses parties intimes par une arme blanche. Il baignait dans son sang quand un de ses frères, alerté par des cris insoutenables, est venu à son secours. La victime, transportée d'urgence à l'hôpital de Mamoudzou, était encore tout à l'heure au bloc opératoire selon la famille. Notre douleur est immense ici à Chirongui. Ça ne s'est jamais produit ici. Notre frère était au carrefour Ngwezi et c'est chez lui que cette dame est venue accomplir cet acte horrible. Un peu plus tard, en milieu de la journée, c'est le corps sans vie d'une femme qui a été retrouvé dans la mangrove par les gendarmes. Ces derniers effectuaient les premières constatations au domicile de la première victime. Mais d'après les témoignages et les dires de certains, il s'agirait d'un drame inévitable car ce couple est connu pour des violences et des disputes régulières. Et c'est ce matin, justement, l'épouse de la victime était introuvable après l'agression, ce qui a amené les gendarmes à effectuer des recherches sur terre et par hélicoptère avec comme résultat ce corps sans vie retrouvé dans la mangrove de Chirongui. Pour l'instant, il n'y a aucune information claire sur l'identité du cadavre, mais ce drame, qui est le premier de ce genre à Mayotte, laisse toute une population dans la douleur avec de nombreuses interrogations. 6 semaines déjà que Mayotte est secouée par un mouvement de grève contre l'insécurité. 6 semaines où les automobilistes, les piétons subissent et ne peuvent pas circuler comme ils peuvent sur le département. Autour de départements, sur les axes stratégiques, différents barrages sont érigés. Autour de ces barrages, justement, la vie s'organise, comme a pu le constater René Lataste et Fahar Husseini. Ne nous y trompons pas, nous sommes bien sur l'un des barrages érigés à Mayotte depuis plusieurs semaines. Ici, celui qui barre la RN1 à l'entrée de Dembéni. De jour en jour, l'organisation s'est affinée, le contrôle 24 heures sur 24, la logistique pour la nourriture et les boissons. Le matin, il y a une équipe du matin, de la journée, et puis il y a une équipe de soir. Donc il y a toute une organisation, c'est toute une logistique. C'est toute une organisation, donc vous voyez, c'est pas évident parce que c'est un barrage qui est là 24 sur 24. Un véritable campement qui permet de supporter une situation difficile. Même l'ouverture de la barrière pour le passage des véhicules prioritaires a été perfectionnée par un bricolage. Les piétons passent sans encombre, pas sûr quand même qu'après des kilomètres de marche, ils aient envie de beaucoup sourire, même si l'ambiance sur ces points de contrôle est détendue. Obligation de la marche à pied entre deux barrages. Des images tournées entre Tsararano et Dembéni, mais qui reflètent le quotidien de la population qui se déplace. Au carrefour de Tsararano, à quelques kilomètres de là, un mur de pneus, sous surveillance. Là comme ailleurs, les véhicules prioritaires passent sans encombre, moins évitant pour les piétons. Là aussi, les manifestants sont bien organisés, même si ce n'est pas si facile. On est là depuis l'aube. Personnellement, j'arrive ici au tout lever du jour. Des fois, je dors ici. Nous dormons tous ici jusqu'au matin, avec mes enfants et mes frères. Il y a des réunions de responsables de barrages qui se font. Soit à chaque fois besoin est, par exemple, si aujourd'hui il y a quelque chose qu'il faut mettre, une stratégie qu'il faut mettre en place, nous nous réunissons. Sinon, autrement, il y a une réunion de coordination qui a eu lieu entre tous les responsables de barrage et à l'occasion de ces réunions-là, on dit qui nous pouvons laisser passer et qui il faut empêcher de passer. Et puis il existe des barrages que seuls les piétons peuvent franchir. Des arbres entiers sont couchés en travers de la route, rendant impossible un passage. Pour les véhicules prioritaires, il faut alors faire un grand détour. C'est le cas par exemple à Longoni. En tout cas, tout le monde sur les barrages attend de la venue du délégué. Il faut d'abord que le délégué qui arrive associe d'abord l'intersyndical et le collectif. Et après, derrière, on a les élus. Donc nous, s'il y a les accords et que l'intersyndical est, comme je vous dis, la population est en avant, qu'on signe l'accord, là, il n'y a pas de souci. Et là, le barrage se lève du jour au lendemain?
Si c'est signé, si l'accord est signé. Désormais, il est urgent d'attendre la venue du délégué du Premier ministre et d'espérer. Après 6 semaines de grève, les conséquences sur tous les secteurs se font sentir. Du côté des entrepreneurs, une cellule urgence entreprise a été mise en place ce matin dans les locaux de la maison de l'entreprise à Mamoudzou. Le but étant d'accompagner les entreprises mahoraises en grande difficulté à travers une plateforme d'écoute et une mutualisation des moyens. Explication, Génial Atoumani et Youssouf Ahmed Matouar. L'heure est grave. Les mots du président de la CCI ce matin. Le monde économique mahorais agonise. Une cellule d'urgence à la maison de l'entreprise vient d'être mise en place pour faire face. Rappelons qu'après la crise de 2011 contre la vie chère, 3000 personnes avaient perdu leur emploi. Ce qu'ils nous disent là, ils sont là pour nous accompagner. J'espère qu'ils ne feront pas comme les banques. Certaines banques sont forts en théorie, mais en pratique, non. J'aurais bien voulu que ma banque nous accompagne et tout ça. De ces côtés-là, non, ils ne veulent pas. Et là, regardez, Adi, ils sont prêts de nous accompagner, tout ça. Juste que je les ai demandé juste de m'avancer 3 500, 3 700 euros. Ils ne veulent pas. Et pourtant, Adi sont prêts de m'avancer 15 000 euros. L'État pourrait se porter garant pour les prêts, l'une des solutions envisagées aujourd'hui. La difficulté, elle est surtout pour les petites entreprises qui ne sont pas forcément au courant facilement de toutes les solutions de crédit qui existent et ainsi de suite. Donc il faut voir avec elles, on essaye de voir avec elles pour qu'elles aient des solutions justement pour attenter, si vous voulez, pour s'en sortir. Après la grève, forcément, il va falloir donc penser aux blessures et donc nous nous préparons pour cela. Combien d'entreprises répertoriées aujourd'hui en difficulté au niveau de la CCI? Alors, chez nous, nous avons un peu plus de 7000 entreprises, donc de différentes tailles. Et pour nous, les actions que nous allons mener n'aura pas de distinction entre grandes ou petites. Tout le monde sera concerné. Une conférence sera mise en place prochainement après identification de tous les problèmes rencontrés, notamment ceux dus au chômage partiel. Il faut savoir que le monde économique commençait à peine à sortir la tête hors de l'eau depuis 2011. Plus 16% de création d'entreprises en 2017, une embellie mise à mal avec la crise contre l'insécurité. Et vous le savez, il est difficile de circuler, de se déplacer dans le département depuis plus d'un mois à cause donc des barrages. En plus des barrages déjà existants depuis le début du mouvement, d'autres ont fait leur apparition dans la nuit d'hier à ce matin. Plusieurs arbres ont été ainsi abattus, une difficulté de plus pour les malades. Afin de les aider, les associations se mobilisent. Exemple avec les patients du centre de dialyse, les précisions de Alda Alidi. 9h sur le barrage de Kungu, une file de piétons attend un droit de passage. Oudayati est venu récupérer un patient. On a des patients qui sont là depuis jeudi, qui n'ont pas pu dialyser. Et ça, c'est grave. Là, il y a des usagers qui sont à pied, ils marchent, ils sautent des barrages parce qu'il y a une autre barrage là-bas et il y a une là. Et moi, je les attends ici pour les amener. Depuis ce week-end, plus d'une trentaine de barrages sont recensés sur les routes de Mayotte. Pour les patients comme Kombo, la consigne semble bien passer ici à Kungu. Les règles qui sont ici, c'est qu'on laisse passer tout véhicule prioritaire et même les piétons qui sont malades, enceintes, qui veulent aller à l'hôpital ou qui viennent de l'hôpital pour aller chez eux. On les laisse passer sans problème. Mais pour ceux qui habitent loin et qui nécessitent plusieurs dialyses par semaine, franchir ces barrages est devenu un vrai calvaire. Depuis ce matin, la plupart des accès routiers sont barrés. D'habitude, on vient à pied jusqu'au barrage. Arrivé, on franchit le barrage. Il y a des ambulanciers, nos ambulanciers qui nous attendent de l'autre côté. Ils nous reprennent et on vient à la dialyse. Mais là, il n'y a pas d'ambulance ou pas? Je les ai appelés ce matin. Ils m'ont dit qu'ils se sont tous barrés dans les 4 coins de l'île. J'ai une liste de gens qui n'arrivent pas à arriver au centre de dialyse, en sachant qu'au nord, il n'y a pas de centre de dialyse comme au sud. Au moins au sud, les gens peuvent aller à Mramadoudou. Mais au nord, il n'y en a pas. Et là, on était obligé de venir les récupérer pour les déposer. Mais c'est risqué, hein? C'est risqué, c'est une risque que j'ai pris. Pourquoi c'est risqué? C'est un risque parce que moi, je ne suis pas ambulancier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Et on n'est pas agréé pour amener des malades. Mais moi, je l'ai fait juste, comme je l'ai dit, par humanité. 158 personnes sont prises en charge par les centres de dialyse basés à Mamoudzou et à Mramadoudou.
tous n'ont pas la même chance d'accès aux soins. C'est la raison pour laquelle il devient urgent de trouver une solution pour ces malades. Du sport avec les 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, la CJSOI. Après Madagascar en 2016, c'est Djibouti qui accueille cette fois-ci les 7 délégations, dont Mayotte. Près de 800 jeunes y prendront part du 20 au 28 avril prochain. La délégation mahoraise sera composée de près de 90 personnes. Côté préparation, les sélections font comme elles peuvent pour être fin prêtes le jour J. Et à la question de l'hymne et du drapeau, c'est toujours le statu quo. Les précisions de Hachim Saïd Hachim. Des Jeux classés sous le signe du partage entre les pays de la région de l'océan Indien. Un événement de rencontre autour du sport et de la culture, un défi pour Mayotte pour affirmer sa place dans la région, mais un combat qui passe par l'amélioration de ses infrastructures sportives. Nous avons un certain nombre d'équipements sportifs. Par contre, ce que l'on constate, c'est que ces équipements ne sont pas forcément bien entretenus et suffisamment entretenus pour recevoir notre population. Donc si les équipements à ce jour actuels utilisés par les différents sportifs étaient réhabilités, peut-être qu'on aurait d'autres perspectives. Dans ce défi, Mayotte doit surmonter l'épreuve de l'hymne et du drapeau. Dans ces Jeux, un seul drapeau, un seul hymne lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Pour les victoires, les drapeaux des pays seront montés au son de l'hymne de la CJSOI, excepté pour Mayotte. Une exception, une question politique et diplomatique que la délégation de Mayotte devra surmonter. Donc nous allons nous concentrer effectivement sur ce sur quoi vous nous attendez, à savoir des résultats, et puis sur le fait que les jeunes puissent passer un temps agréable de partage, sans omettre bien évidemment la question du drapeau, mais en tout cas le drapeau ne sera pas affiché et on fera en sorte que la charte acceptée par tous soit retenue et appliquée sur place. 7 pays, 800 jeunes vont se défier au prochain Jeux des jeunes à Djibouti. Objectif 2018, faire mieux qu'à Madagascar. En 2016, la délégation mahoraise était revenue avec 11 médailles, dont une en or en athlétisme. Et le départ de la délégation mahoraise pour Djibouti est prévu pour le 17 avril prochain. Un avion a été d'ailleurs spécialement affrété pour acheminer tout le monde jusqu'à Djibouti. Et du sport, il en sera aussi question à partir de 20h sur la première avec Aurélien Février qui sera aux commandes du magazine Mayotte Sporting Club. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information, la victoire nette et sans bavure de Ramlati Ali à l'issue du second tour de la législative partielle dans la première circonscription avec plus de 54% des suffrages exprimés. Merci de votre fidélité. À suivre la météo et puis le journal à Maoré avec Darwesh Daou. Très belle soirée sur la première.